Alors bonsoir à toutes et à tous et puis bienvenue pour cette soirée 100 ans d'histoire sablaise. Voilà, donc c'est une soirée organisée par l'association Olona qui fête aujourd'hui même son centenaire jour pour jour. Et habituellement, c'est vrai qu'on a l'habitude d'organiser pour nos adhérents une conférence au moment de notre assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui. Et cette année, eh bien, on a tout simplement décidé de programmer toute une soirée de conférences. Donc on va être ensemble pendant 2 bonnes heures pour parler de 100 ans d'histoire sablaise. Alors l'occasion de ce centenaire, on souhaitait revenir sur les Sables d'Olonne il y a une centaine d'années. Donc ça va être le thème de cette soirée-là. Quelques mots sur l'association Olona pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas. C'est une association donc, qui a été créée pour mettre en valeur l'étude et l'histoire locale des Sables d'Olonne. C'est une association qui publie une revue trimestrielle, donc 4 revues par an, et qui publie ainsi le résultat des recherches sur l'histoire locale. C'est aussi une association qui porte des expositions, des journées d'études et plus largement, en fait, qui transmet des éléments sur l'histoire locale. Alors parmi nous ce soir, pour cette soirée de conférence, je vais accueillir 4 conférenciers que vous voyez là. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par un homme, par Hervé, qui est président honoraire et président d'honneur de l'association Olona. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Il va nous présenter un retour sur l'année 1924 à travers des événements marquants lors d'une première intervention. Ensuite, on retrouvera Louise Robin, spécialiste de l'architecture sablaise. Là encore, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, qui a publié d'ailleurs plusieurs ouvrages sur les villas et belles demeures des Sables d'Olonne. Donc là, ce sera un focus plutôt sur l'année 1924 en ce qui concerne la construction. Ensuite, j'interviendrai pour vous parler du développement de la ville vers l'Est et du quartier de la rue de Lierre. Et puis ensuite, on va parler un peu de la fête, des bals et plus particulièrement des bals de Sablaise avec Hélène Marquier, qui est professeure à l'Université Paris 8, chorégraphe, et qui a travaillé justement sur la figure de la Sablaise à travers la vie festive locale. Ensuite, en fin de table ronde, de conférence, on donnera la parole à Julie Fontest-Ramson, qui est chorégraphe et qui est à la tête de la compagnie de danse contemporaine Arti, et qui nous proposera à l'issue de cette soirée de conférence, une pièce en cours d'écriture qui s'inspire justement de la Sablaise, de la coiffe, de l'héritage aussi, qui est la Sablaise tout simplement. Et puis voilà, pour cette soirée, on se retrouvera ensuite dans le hall pour un petit verre de l'amitié. Voilà le déroulé. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Mais avant, je souhaite quand même remercier le soutien de nos partenaires, que ce soit la Ville des Sables d'Olonne qui nous soutient depuis le début et qui nous permet d'organiser ce type d'événement. Et puis aussi le Conseil général de la Vendée. Je voudrais saluer aussi Madame Compara, qui est élue déléguée à la vie associative et qui est parmi nous ce soir. Peut-être voulez-vous dire un petit mot avant qu'on commence ? Allons-y. Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous savez. Écoutez, ça ne va pas être très long. Hein. Moi, j'avais préparé quelque chose, alors bon, tant qu'à faire. Hein. Alors voilà, écoutez, 30 mars 1924, 30 mars 2024, 100 ans d'existence pour Olona. Qu'ils ont eu raison en 1924 de créer Olona. Henri Collins, maire du château d'Olonne, et Ferdinand Idier, instituteur. Et merci, parce qu'il ne faut pas les oublier, merci aux Mérovingiens et à leur sarcophage, découvert dans le quartier Arago, mais aussi dans le jardin d'un certain monsieur Giboteau, l'aïeul de l'actuelle présidente. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Une association qui s'installe dans le temps est une association dynamique, animée par des chercheurs, des bénévoles et surtout des passionnés.
Une association également bien gérée avec des présidents et des présidentes investis. Monsieur West de Lampe, Monsieur Cassignol, Madame Durand-Epau, Joël Perrochot, Constant Friconeau, Madame Perret, Hervé Retureau, qui détient malgré son jeune âge le record de longévité. Je te rassure, Hervé, ça ne se voit pas. Et aujourd'hui, Priscilla, voilà. 100 ans et un beau parcours, 266 revues publiées, des milliers d'articles, des expositions. Olona est reconnue comme une référence dans le monde scientifique et universitaire. Aujourd'hui, les archives d'Olona vont être, déjà c'est peut-être déjà fait, grâce à une convention passée avec la ville, mises en lieu sûr. Elles seront ainsi conservées dans de bonnes conditions et elles seront d'un accès plus simple pour le public. Un tel trésor, ça se partage. Et les belles idées aussi. En 1924, l'association rêvait déjà de créer un musée dédié à l'histoire sablaise. Aujourd'hui, 2024, émerge Nacéo, un projet qui s'en approche un peu. Alors 100 ans, c'est un bel âge, une centenaire qui se porte bien. Alors on lui souhaite de continuer ainsi, le regard tourné vers l'avenir. Alors encore, joyeux anniversaire. Merci. Un grand merci. Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite avec Hervé. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer ce petit exposé, je voulais quand même dire un petit mot, si tu me le permets, Priscilla. J'ai le micro maintenant. Mais je vais tenir les 20 minutes, je te rassure. Donc, je voulais vous dire que voilà, ce 100e anniversaire, forcément, c'est un moment important pour nous tous, puisque la présence de ce nombre public dans la salle fait chaud au cœur à tous ceux qui portent ou qui ont porté Olona durant toutes ces années. Et je voulais simplement revenir sur des rencontres que j'ai pu avoir l'occasion de faire au cours de ces 19 années à la tête d'Olona. 19 années qui ont été pour moi effectivement très riches en découvertes, en recherche, en histoire et puis surtout en rencontres avec des passionnés. Je dois dire que cette première rencontre, je la dois à mon professeur d'histoire du Collège du Centre, M. Bernard Bonnet, qui est là. Vous voyez, j'étais tout jeune à l'époque, j'avais 12-13 ans peut-être, et puis je m'intéressais déjà à l'histoire locale. Et M. Bonnet m'avait conseillé d'aller rencontrer Mme Perret qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui m'avait gentiment accueilli, qui m'avait ouvert les portes d'Olona, et puis de fil en aiguille, vous voyez, le petit collégien, eh bien, un jour a pu prendre la présidence de cette vénérable association. Donc je voulais remercier toutes ces personnes qui ont cru en moi, qui ont cru en nous, et puis qui ont fait qu'Olona aujourd'hui est toujours là. Donc merci à vous tous. Donc je vais passer à mon sujet. J'ai choisi de vous parler donc de 4 événements, puisque nous n'avons que 20 minutes. Vous ne pouvez pas parler de tous les événements qui ont parcouru la presse locale durant l'année 1924. Et je dois vous faire une confidence, je ne me suis arrêté qu'au premier semestre 2024. Parce que j'avais déjà suffisamment à raconter, donc je me suis dit, ce n'est pas la peine que j'aille au-delà du mois de juin. J'ai retenu 4 éléments, alors forcément, 4 événements, c'est très subjectif. J'ai essayé de varier. Il y a un événement maritime, il y a un événement festif, il y a un événement d'actualité, et puis je m'intéresserai en fin de séance sur un personnage local. Alors, le premier événement que j'ai retenu débute au mois de janvier 1924, est marqué par ce mois de janvier 1924, le 9 janvier. L'année commence d'une manière dramatique par une tempête. Vous voyez, les journaux de l'époque parlent de formidables raz-de-marée qui balayent et arrachent tout sur son passage et laisse derrière lui deuil et désolation. Cette tempête va causer de multiples dégâts en ville et en mer, malheureusement, puisque un bateau du port des Sables, qui s'appelle l'Élite, qui était immatriculé LS 635, ne rentrera pas au port. Vous voyez ici la carte postale qui a été faite à ce moment-là. Donc le bateau est projeté à la côte. On avance le chiffre de 90 bateaux quand même qui auraient subi des avaries. Le port des Sables va perdre ce bateau, mais il y a eu des dégâts importants dans le port, sur le remblai, sur la plage, mais aussi sur le brise-lames et l'acheté de la chaume. Donc toutes ces infrastructures, pourtant très solides, vous voyez, et résistantes, ont énormément souffert.
Alors ce dindé, l'élite, bateau en bois évidemment, avait été construit au chantier Chauvetot en 1920 et il était commandé par le patron Laurent Davigo du quartier du Passage. Le navire rentrait de La Rochelle où la pêche avait été vendue et ils avaient quitté le port de La Rochelle le 6 janvier. 3 jours après, vous voyez, ils s'approchaient des sables et malheureusement, ils ne vont jamais rentrer à bon port. Les premières épaves s'échouent près du phare rouge. Les familles qui le croyaient en relâche à La Rochelle doivent désormais se rendre à l'évidence. Un drame est survenu, encore un, le bateau ne rentrera pas. Sa carcasse, démembrée par la fureur de l'océan, est jetée à la côte, dans l'Anse aux Moines, près de Saint-Jean-d'Aubestier. On y découvrira d'ailleurs une statuette de la Vierge, tant vénérée des marins. Ce naufrage a fait 6 victimes. Il n'y a eu aucun survivant. Citons les noms des marins pour mémoire. La moyenne d'âge de l'équipage n'était que de 37 ans. Alors, le patron, originaire de l'île de Groix, Laurent Davigo, 39 ans, Frédéric Louineau, 52 ans, Pierre Lancillon, 37 ans, Joseph Landrin, 30 ans, Henri Tréguier, 34 ans, qui lui était de Douarnenez, et Pierre Tonnerre, qui était de Groix, comme le patron Davigo. On déplore 10 orphelins. Le corps de Davigo sera rejeté par la mer sur la grande plage face à l'hôtel du Grand Casino le 16 janvier, celui du matelot Tréguier le même jour à Cayola, et Frédéric Louineau le 9 février, soit un mois, jour après le naufrage. Je m'arrête sur le personnage de Frédéric Louineau, puisque sa fille, que vous avez connue, Gaby Anger, cofondatrice des Veillées Chaumoises avec Jean Huyet, était la fille cadette de Frédéric Louineau. Elle avait 7 ans au moment du naufrage. Et voici ce qu'elle a écrit dans ses mémoires qui s'intitulent « Souvenirs d'une enfant de la Chaume », paru chez Geste Éditions en 2016. Elle écrit la chose suivante. « Pendant les longues absences de mon père, je couchais avec maman, et blotti près d'elle au creux de la couette, je dormais bien. Je n'étais pas encore à l'âge où le vent, les tempêtes tiennent en éveil les esprits inquiets. Au matin du 9 janvier, je me réveillais comme d'habitude, mais comme dans un flou. Je sentis qu'il y avait quelque chose d'inhabituel, et la seule image qui me soit restée de cette journée, c'est maman assise, Jean et moi contre elle, ma sœur, Léandre, mes frères debout, et maman disant « Mes pauvres petits, qu'allez-vous devenir ?» J'ai compris ensuite qu'il y avait eu un grand mauvais temps et que mon père ne reviendrait pas. Dans les semaines suivantes, les corps des 3 marins furent retrouvés sur la côte au-delà du phare rouge. Le 9 février, on vint chercher ma mère. Elle dut aller sur la plage, reconnaître le corps de mon père. J'entends encore maman dire « Il faut bien que ce soit les siens pour pouvoir regarder ». Le deuxième événement, alors c'est pas très gai, hein. Le deuxième événement, les lendemains de la Grande Guerre, c'est la période, vous voyez, on est dans les années 20, et je vais vous parler de la construction du monument aux morts, c'est ce qui occupe les esprits et c'est ce qui occupe les pages des journaux à l'époque, le monument aux morts des Sables que vous connaissez tous, qui s'appelle Le Retour. Je ne sais pas si vous connaissiez le nom exact. Donc en 1924, la Première Guerre mondiale est terminée depuis presque 6 ans, mais le pays ne peut pas oublier le sacrifice de tant de jeunes soldats tombés pour la patrie. Chaque commune songe alors à honorer la mémoire de ces soldats en érigeant des monuments aux morts. La ville des Sables ne déroge pas à la règle et un monument sera construit sur la place de la Liberté. Une souscription est lancée en mai 1924 pour un monument qui sera inauguré le 11 novembre 1925, soit 7 ans jour après l'armistice de Rotonde. La ville des Sables avait payé un lourd tribut à la guerre. 462 de ses enfants sont inscrits en lettres dorées sur 4 plaques en marbre de ce monument, soit 52% des soldats du canton. À qui doit-on cette construction ? Eh bien, on la doit au statuaire angevin Maurice Legendre, un ami de Maurice Durand, formé aux Beaux-Arts de Paris, qui est à l'origine de ce projet dès 1922. Maurice Agulon a parlé de statuomanie pour décrire l'engouement pour les représentations statufiées liées au souvenir de la Grande Guerre. Vous savez peut-être qu'il existait même des catalogues, un peu comme le catalogue de la Redoute, où vous aviez des monuments que vous pouviez commander directement. Sans qu'aucun concours n'ait été ouvert, Maurice Legendre, donc le sculpteur, impose son projet, alors que d'autres projets avaient été proposés dès 1919 par les architectes Smolski, Charrier et Durand.
Par décret d'avril 1921, le président de la République accepte cette réalisation. Le coût global du monument s'élève à 127 000 francs, avec une subvention de 5 000 francs de l'État, au lieu des 80 000 francs initiaux. Le projet final diffère du projet initial, comme souvent. 2 maquettes furent réalisées et présentées au conseil municipal. L'une en plâtre au 1/20 et l'autre à demi-grandeur. Bon, vous avez la photo à droite de la maquette qui est toujours dans les collections des archives des Sables. Legendre travaillait au séminaire des Sables, donc l'actuel musée de l'abbaye Sainte-Croix. Et le projet initial avait même été de le dresser face à la mer et non pas sur la place de la Liberté. Ce monument d'un poids de 36 tonnes et de 8 mètres de haut est composé de kersantite, une roche proche du granit. On l'appelle, alors on l'a dit tout à l'heure, le retour, mais vous reconnaissez quand même sur ce monument la victoire ailée qui s'inspire de la Marseillaise de Rude de l'Arc de Triomphe. Cette victoire est donc coiffée d'un bonnet phrygien couronné de laurier, emblème de la République et de la patrie. Et la guerre finie, elle tient son glaive baissé, et de l'autre, elle brandit un rameau d'olivier, symbole de paix et d'abondance. Au pied du monument, on trouve 4 têtes, 3 soldats et un fusilier marin, au regard tourné vers l'avant. L'un d'eux tient un casque vide d'un soldat mort. L'un porte une moustache et semble plus âgé que les autres. Leur figure est particulièrement soignée. Le socle du monument représente la boue des tranchées, l'enfer de la guerre, et par son bond en avant, la victoire vient en tirer les poilus survivants. Le journaliste du Journal des Sables écrira dans l'édition du 26 septembre 1924 « Elle s'avance au sang des lauriers et autour de ses pas sortent de la tranchée les têtes de soldats et de marins morts pour la patrie. » Cette figure est radicalement différente du monument des frères Martel d'Olonne, où la guerre est absente de la représentation. Ici, avec le retour, les soldats reviennent dans leur famille et la victoire les sort de l'oubli, de l'indifférence. Il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas revenus de cette grande tragédie qui a ouvert le XXe siècle. L'historien de l'art Alain Choubard la classe parmi les 500 plus beaux monuments aux morts de France et la décrit ainsi. Bouche ouverte sur un cri, la figure brandie du laurier. Elle exhume ainsi les mânes des héros morts avant de les guider vers un empyrée à elle réservé. Le maire des Sables, Félix Poirot, dira que c'est une œuvre puissante qui exprime une haute sensibilité. Le 3e événement de l'année, ça va être un peu plus festif. 16 février 1924, l'élection des Reines des Sables. Donc vous voyez qu'à l'époque, les reines n'étaient pas élues à Pâques, comme ça se fera un peu plus tard. Là, on est le 16 février. Et donc voilà, les majestés de l'année 1924. Le dimanche, donc 24 février, on organisa les festivités en vue de l'élection de la Reine des Sables en présence de monsieur le sous-préfet et de monsieur le maire. Alors, la fête se déroule non pas au casino, comme on pourrait le croire, mais au Café de la Plage, avec le concours de la musique municipale, de l'Orphéon, d'artistes du Conservatoire de Nantes. Et le tout est suivi d'un bal. On sait que les Sablaises aimaient particulièrement danser. Ce grand moment de la vie sablaise en était à sa 3e édition, 1922, 1923, 1924. Et avant la Grande Guerre, on avait eu 2 élections de Rosières en 1910 et 1911. Forcément que la guerre avait mis un terme à ces festivités, vous imaginez. Au terme de cette journée furent élus des noms bien sablais, vous allez voir. Suzanne d'Appel-Voisin, Fernande Fradet et Florence Blanchard, ces 2 dernières de la Chaume. Toutes les 3 étaient filles de marins. Un baryton et une chanteuse interprétèrent d'ailleurs l'Angélus de la mer de Gustave Goublier. Et la sœur de Suzanne d'Appel-Voisin, prénommée Éléonore, avait déjà été élue reine, enfin Rosière, en 1911. Cette famille comptait 11 enfants, dont 9 filles. Non, elles n'ont pas toutes été reines. Hein. Et le 29 juin, la première grande sortie des Reines des Sables, c'était donc d'aller à Trouville, où elles assurèrent la promotion de la station sablaise. Et je terminerai, j'espère que je suis dans les temps, rubrique nécrologique. On va parler d'un personnage, c'est Émile Herriot. Il a des descendants dans la salle d'ailleurs.
Émile Herriot, qui est donc une figure locale. Le Journal des Sables du 27 juin relate la mort subite d'une figure locale en la personne de M. Émile Herriot, survenu le 20 juin, alors même qu'il travaillait à son bureau de la mairie des Sables. Émile Herriot était le 3e adjoint du maire depuis les élections de 1924 d'ailleurs, le maire étant M. Lecomte. Et donc Émile Herriot a succombé à une crise cardiaque foudroyante à l'âge de 72 ans. Le docteur Pallas n'a pu que constater son décès. Émile Herriot avait d'ailleurs participé au conseil municipal du 17 juin. Alors revenons sur cette figure sablaise incontournable du temps de la marine à voile. Il était né le 25 septembre 1851 sur le quai des Sables, le quai du commerce comme on disait à l'époque, c'était encore pas le quai Garnier, où son père, natif de Croix-de-Vie, était marin et patron d'un sloop, le Marie Pacifique, et sa mère était cabaretière. Il perd son père en 1866 alors qu'il n'a que 15 ans. Et c'est cette année-là qu'il part suivre un apprentissage de voilier en Bretagne. Sa mère tient toujours café sur le quai, café qui deviendra plus tard l'atelier de voilerie. Ali meurt en 1905 après avoir mis au monde 5 enfants. Émile était l'aîné, mais on comptait aussi, je vous dis les prénoms quand même pour la musicalité. Donc, à part Émile, on avait Pacifique, une petite sœur, Éphigénie, née en 1861 et morte un mois avant son frère Émile. Elle habitait tout près de chez lui, au 5 quai Guinet. Émile Herriot se maria 2 fois. Une première fois en 1877 avec Henriette Lorec, dont le père était natif de l'île de Groix. Elle meurt à 25 ans et laisse à Émile 3 enfants, 2 fils, Émile et Henri, et une fille, Angèle. Émile se remarie avec Séraphie Gautreau, de 11 ans sa cadette, et c'est elle qui élèvera les enfants Herriot. Émile Herriot va surtout devenir un entrepreneur très en vue du quai des Sables. Il crée donc très jeune une voilerie, il a 24 ans, qui au fil des années va prospérer. Elle était située 2 quai Guinet, près de la caserne des douanes, à l'angle de la rue Bon Secours. Et en 1924, au moment de sa mort, elle est entre les mains de ses fils. Vous avez l'atelier en photo ici, et puis les ouvriers au travail, dont les 2 fils d'Émile Herriot. En plus de son activité principale de maître voilier, Émile Herriot était à la tête d'une solide maison d'armement, avec de nombreux dindés construits à son initiative. Il avait suivi le modèle de sa mère, qui, même veuve, avait armé quelques navires. Dès 1886, il se lance dans la construction de navires neufs. Le tout premier sera une chaloupe qu'il appelle Angèle, comme sa fille, puis un dindé, le Secret. La liste de l'armement Herriot est estimée à quelques 55 navires qu'il détenait en intégralité ou en copropriété. 55 navires, dont 17 dindés, dont la fameuse semeuse que vous avez ici dessinée par Clément Dubernet. Ce navire, la semeuse, ce dindé, qui était rentré 17 jours après la tempête de 1930, tout le monde les croyait perdus. Émile Herriot, en plus d'être le voilier et armateur, est aussi à la tête d'un immense empire immobilier. Louise pourrait vous en parler. On lui connaît au moins 70 maisons, achetées ou construites dès 1883, dont 35 dans le quartier du Passage, où il logeait ses équipages. 12 rue du Port, 17 rue Napoléon. 12 et 17, c'est le nombre, ce n'est pas le numéro de la rue. 3 quais Guinet, 3 quais du commerce. Mais aussi dans le quartier du Bout de Ville, quand le quartier va se développer vers l'est, quand la ville va se développer, Émile Herriot va acheter également dans la rue de l'Abbé Marceau et faire construire 2 maisons rue de l'Abbé Marceau. Il demeurait sur le quai dans sa maison Quai Émile, qui existe toujours, construite en 1906 par Charles Charrier, maison qui était mitoyenne de la voilerie. Et il avait fait construire par le même architecte Ma Folie en 1903, en face le casino. Je termine. Émile Herriot était donc une notabilité sablaise du temps de la marine à voile, un bienfaiteur du pays, comme l'écrivit le maire dans son éloge funèbre. Il lui arrivait de prêter de l'argent aux marins désirant faire construire un bateau, par exemple, ou acheter une maison. Il se portait garant ou cautionnaire. Il a donné de l'emploi à des centaines de familles de marins du quartier du Passage et de la Chaume, les a logés et a entretenu des rapports francs avec les patrons pêcheurs du port des Sables et même au-delà. Son beau-frère, Jules Gautreau, commandait le dindé Inde Iroé lorsqu'il se perdit en mer en 1906. L'étude des registres de comptes de la voilerie montre une clientèle étendue jusqu'en Bretagne.
même en Charente. Aujourd'hui, quand vous passerez devant Kérémil, vous aurez une pensée pour cet entrepreneur qui a mis les voiles, un 20 janvier 1924, aussi vivement qu'un simple coup de vent. J'en profite pour saluer la mémoire de notre ancien administrateur, Marc Legoire, lui-même descendant d'Émile Herriot et qui nous a quittés il y a 2 ans. Je vous remercie. Merci Hervé. Est-ce que vous avez des questions? Personne n'a de questions. Alors, c'est pas grave. De toute façon, après, on aura un petit temps tous ensemble. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours revenir vers nous. On va laisser la parole à Louise maintenant. Bonjour. Merci d'être là. Je vais donc prendre la suite pour cette année 1924. En vous parlant non pas de toutes les maisons qui ont été construites dans ces années-là, mais de quelques maisons emblématiques que j'ai rapidement notifiées sur ce plan, réalisé par l'architecte Maurice Durand, dont il va être question. Non, d'ailleurs, je crois que c'est Charrier, celui. Enfin bon, bref, je ne vais pas commencer. Vous devez apercevoir à peu près les petits points rouges, hein, avec donc ce gros point rouge à l'est qui va constituer peut-être l'événement, puisqu'on en parlait, de l'année 1924. Alors, j'ai mis voilà, construction sablaise en 1924, en 24 images. Et je me suis dit, je vais essayer d'être respectueuse du temps, que ça sera peut-être 20 images pour les 20 minutes qui me sont imparties. Allez hop, c'est parti. On commence par donc Villa Égyptia, parce que je vais amener une petite note égyptienne aux constructions sablaises de l'année 1924, puis Villa Achille Duclos, et on verra la Coco Chanel des Sables d'Olonne, qui s'appelle, c'est quand même assez extraordinaire, Marguerite Gauthier. Alors, pour la Villa Égyptia, vous êtes peut-être surpris de reconnaître ici, pour ceux qui s'intéressent à l'architecture, une maison sur le Remblai qui vous dit quelque chose avec ses coloris qui sont donnés par les mosaïques. Alors, ce projet, c'est un projet de Maurice Durand, j'y reviens, un des architectes les plus importants de ces années 20. Et alors, avant ces coloris, vous remarquez que cette maison qui apparaît quand même très moderne, hein, elle n'a pas de toit, elle a un toit terrasse, tout au moins le projet, qui pour sa partie basse d'ailleurs a été refusé par le propriétaire, vous voyez, il y a des grandes croix, aujourd'hui on n'a pas de mosaïque dans cette partie basse, eh bien fut un temps, et alors cette photo est tout à fait passionnante, une enveloppe de béton littéralement, puisqu'en 24 c'est très important, on construit en béton, alors surtout Maurice Durand, qui est un tout jeune architecte, hein, il a à peine 30 ans. Et donc cette villa qu'on connaît sous le nom mystérieux de Guelph s'appelait à l'origine Égyptia. Petite mode égyptienne, comme je l'ai dit, parce que regardez, et ça a été retoqué, une fois de plus, vous avez un couronnement de la maison avec 4 petits obélisques. Alors vous ajoutez ce projet fort original d'obélisque avec cette coloration et ce jeu de mosaïque, et vous avez quelque chose de fondamentalement exotique pour marquer les années folles aux Sables d'Olonne. Alors, qu'est-ce que ça devient? Eh bien, ça devient Guelph, parce que le propriétaire, Monsieur Tessier, je crois, se fâche plus ou moins avec Maurice Durand, quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas trop, mais ça resterait intéressant. Et le projet est repris par Monsieur et Madame Loube Faucheux, je m'en suis rappelé, et Géraldine Émile, leurs 2 prénoms, et Loube Faucheux, ça fait Guelph. Alors c'est beaucoup moins exotique qu'Égyptia, vous en conviendrez, mais fort heureusement, donc le couple a conservé le projet de mosaïque réalisé par le grand mosaïste d'origine italienne, Odorico. Et on a la chance, donc au Sables d'Olonne, d'avoir toujours intacte donc cette mosaïque, dont vous pourrez aller admirer sur le Remblai le détail. Hein, je montre juste quelques aspects. J'ai que 24 images, alors un seul, qui a été restauré il y a 1 ou 2 ans.
Alors, j'ai parlé d'Égypte et vous dites, mais voyons, lors de mon dernier voyage en Égypte, j'ai pas vu de mosaïque, etc. Personnellement, je n'y suis pas allée. Mais à Paris, dans les années, juste tout début des années 20, il y a dans le 18e un formidable cinéma qui se construit au nom luxuriant de Luxor et dont vous pouvez apercevoir dans la partie haute donc ces magnifiques mosaïques et motifs. Alors là, que vous identifiez immédiatement, que ce soit les mosaïques ou les vitraux, à des images égyptiennes. Surtout pour ceux qui sont passionnés de ce genre d'iconographie, lotus, oiseaux, ibis, etc. Certainement que le premier propriétaire, M. Tessier, était d'origine parisienne et avait vu évidemment ce bâtiment, le Luxor, et l'écho qu'il a pu avoir. Mais ce n'est pas la seule habitation au Sable d'Olonne qui a eu l'envie de faire ce même type de décor, surtout là, donc ces corniches qu'on appelle corniches à gorge, excusez-moi, qu'on a déjà vu précédemment. Il y en a un autre. Alors là, je vais être un petit peu mystérieuse, parce que même dans la revue où vous retrouverez le développement de cet article, je n'ai pas mis la maison dans son état actuel parce qu'elle a été un petit peu beaucoup modifiée. Et comme j'ai un espoir immense qu'un jour elle redevienne telle qu'elle était à ses origines, je vous la montre telle qu'elle était à ses origines. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le seul petit détail de carte postale qu'on possède. Cette maison a été habitée ou a été la dernière demeure d'un personnage très important puisqu'il a laissé son nom à une avenue perpendiculaire au Remblai, c'est monsieur Achille Duclos, un des plus grands bâtisseurs du Remblai, donc des années 1900-1920. Et c'est ici qu'il décède, donc c'est ce qui me permet de dire, parmi la multitude des demeures fameuses, parmi les plus belles du Remblai, qu'il a habité précédemment, que celle-ci a été la dernière demeure. Vous serez d'accord, quand on y meurt, ça correspond à la dernière. Alors architecturellement, eh bien, le détail de mosaïque que vous avez vu se trouve ici. Et là, en fait, très précisément, vous pouvez voir qu'avec le Luxor, la partie haute, on est très très proche. Évidemment, Achille Duclos, qui était pharmacien d'origine nantaise, quelqu'un de très très important, très riche aussi, et il va le devenir, lui aussi allait à Paris. Et donc, pour la petite histoire, pour en savoir plus sur Achille Duclos, il a été le grand-père de, voilà que son prénom, Georges, je crois, Georges Gors, qui a été ministre sous De Gaulle. Et c'est donc Georges Gors, j'espère que je ne me trompe pas, qui va vendre la maison, qui malheureusement, dans la tornade des années 70, va être furieusement transformée. Mais un jour, elle redeviendra comme ça. Donc, voilà, elle a eu une malheureuse élévation, mais vous voyez qu'elle aussi n'a pas de toit et un garde-corps qu'on pense assez souvent né dans les années 50, puisque c'est à cette époque-là qu'on voit de plus en plus ces claustras de tuiles qui apportent une coloration magnifique, là, qui fait écho d'ailleurs à la mosaïque, qu'il faudrait d'ailleurs songer à réutiliser, parce que ça fait des balcons qui offrent à la fois une protection, c'est-à-dire que ce n'est pas transparent comme le verre, mais en même temps une transparence. C'est-à-dire je suis caché, mais je peux voir l'extérieur. Voilà, bon. Pour ces petits détails architecturaux. Alors maintenant, la Coco Chanel du Remblai des Sables d'Olonne. Alors, son nom, ça ne s'invente pas, parce que pour les amateurs d'opéra, tout est révélé. Pour les autres, je rajouterais que Marguerite Gauthier est le nom de la très célèbre Dame aux camélias, des opéras qui étaient le plus joués à la fin du 19e siècle. Ma collègue danseuse musicienne en dira plus. Mais Marguerite Gauthier, en fait, était née, elle, tout bêtement, à Rezé les Nantes.
Et puis, très douée probablement. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer ses descendants. Elle va apprendre le métier de couturière et puis vogue la galère un jour. Elle va partir à Paris, se faire remarquer. Après avoir réinterrogé les descendants, je pense qu'il y a aussi des petits fantasmes familiaux. Parce que les choses ne recoupent pas complètement ce qu'on voit dans les archives. Notamment qu'elle aurait obtenu la distinction du dé d'or, qui n'existait pas à l'époque. Bon. Marguerite Gauthier, vous le voyez, 68, quai Georges Clemenceau, robe, manteau, fourrure, chapeau, etc. Voire les derniers modèles de la haute couture. Elle va communiquer dans la Vendée républicaine pendant presque toutes les années 20. Alors, tout d'abord, elle arrive et elle s'installe au premier étage, je crois, non, premier étage seulement. Elle avait une boutique au rez-de-chaussée du fameux hôtel du Remblai de l'Océan, que vous reconnaissez très bien puisqu'il a été magnifiquement restauré l'année dernière. Il a retrouvé son parement de briques rouges, qu'on devine très bien ici. Et en plus des robes somptueuses qu'elle réalisait, notre Marguerite participait tous les ans à la fête des fleurs. On la voit dans les journaux tout le temps. Je crois qu'il y avait éventuellement plusieurs années, je n'ai pas regardé ça de très près, mais les fleurs et les robes, c'est son truc. Donc je pense qu'elle est là avec un grand chapeau. Et puis, voilà, Monsieur Guéraud, qui avait le Remblai et l'Océan, de plus en plus gourmand, qui non seulement avait déjà racheté cette autre partie de l'hôtel, ce que vous voyez très bien, c'est très très large, à la place de la boutique de Marguerite, il veut faire un grand restaurant. Et on n'a pas les détails, mais ça a dû être un petit peu difficile à négocier. Marguerite est priée de s'en aller. Alors, eh bien, elle va en un premier temps habiter, puisque je pense que c'est elle qui est ici, c'est une photo donc des descendants, la superbe villa Riviera. Alors Riviera, qui, excusez-moi, est plutôt de 1926, mais enfin quand même, il fallait que je la mette, qui était une vieille demeure sablaise de la fin du 19e, enfin une première villa balnéaire, et qui vient d'être magnifiquement restaurée, entièrement refaite par Maurice Durand, selon le vœu donc du propriétaire, qui peut-être aurait eu une aventure avec Marguerite, mais alors ça, une fois de plus, je me demande si c'est pas un peu un fantasme de mes rapporteurs. Mais l'histoire est jolie, et puis elle s'appelle Marguerite Gauthier, alors quand même, une dame aux camélias, les fleurs déjà. Mais pour Marguerite, il faut une boutique. Et donc, la villa à peine construite, 2 ans après, voit son rez-de-chaussée complètement transformé. On enlève la jolie porte, les portes-fenêtres, et on installe, alors là, une boutique, tout ce qui est le plus art déco. Regardez donc les détails en éventail du vitrail. Et devant la boutique de luxe, Marguerite Gauthier, toujours, une voiture absolument magnifique. Alors c'est Maurice Durand toujours, aujourd'hui je parle plus des personnalités que d'architecture, mais notez toujours les maisons à toit terrasse. Ça vraiment c'est continuel, c'est vraiment un apport de Maurice Durand avec des garde-corps à balustre dans la partie haute qui aujourd'hui ont disparu, mais dont on espère qu'ils vont revenir bientôt. Problème réversible, donc résolvable. Et l'événement, ça va, je suis au milieu. On a une chance d'avoir les 24 images. Un nouveau casino à l'est du Remblai. Donc, on le sait, depuis 1876, les Sables-d'Olonne jouissaient d'un casino à l'ouest absolument magnifique, le casino Eiffel. Mais déjà, à la toute fin du XIXe siècle, on avait inauguré le fameux casino des Pins, dont Hélène va parler tout à l'heure. Et à cette époque-là, les Sables-d'Olonne, enfin à cette époque-là, dans les années 20, sont pleines d'ambition et n'hésitent pas à penser à l'érection d'un 3e casino. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel qu'on ne retrouve pas dans les autres stations balnéaires.
et pas n'importe quoi, comme projet. Alors j'ai détaché là vraiment le casino de l'hôtel très art déco qui était prévu juste à côté, puisque le propre d'une station balnéaire, c'est de s'illustrer par un casino et un hôtel des voyageurs, enfin des voyageurs, des baigneurs, juste à côté. Mais enfin, nous, 3e casino. Architecturellement, un projet très ambitieux. Alors, j'aime bien l'appeler le projet pièce montée, hein, parce que c'est un peu le principe. Mais en fait, c'est quand même superbe. Il est exactement, je vais vous montrer la photo d'après, à l'embranchement du carrefour des Présidents et de l'avenue Kennedy. Donc une grande plateforme ovale, hein, avec une multitude tout autour de boutiques de luxe évidemment. Marguerite aurait pu y venir. D'ailleurs oui, c'est possible. Des escaliers pour monter sur la plateforme qui offre une terrasse sublime sur tout l'océan à droite, à gauche, etc. Et qui nous donne accès au casino proprement dit, donc doté d'une toiture assez élevée pour y produire donc des spectacles, tous les mécanismes donc nécessaires pour les spectacles. Et à nouveau donc restaurant donc surmonté par d'autres terrasses toujours plus haut. Deux petits clochers sur la botte baroque. Alors, baroque fleuri, hein, c'est comme ça qu'on pourrait le désigner, mais très ouvert à terrasse, hein, qui offre voilà, un panorama sur non seulement la mer, mais la forêt derrière, la forêt de la rue de Lierre, dont va parler Priscilla. Alors vous êtes là en train de vous dire, non, je comprends plus, je connais plus ma ville, où est ce casino, pourquoi on m'en a jamais parlé. Malheureusement, la construction va s'arrêter net en cette année 1924. En fait, les travaux ont dû commencer même en 23. C'est la stupeur parmi les Sablais, l'investisseur. Donc, il faut savoir, Priscilla va très bien expliquer ça tout à l'heure, hein, que tout le quartier de la rue de Lierre avait été parcellisé. La plus grande parcelle était dédiée donc, à ce projet grandiose. Mais il fallait un financeur pour porter ce projet du casino et de l'hôtel qui était derrière. Chut, au bout d'un an, on stoppe tout. On arrête tout, et pourtant c'était bien parti, vous voyez, la salle de spectacle, faillite. Pourquoi ? Alors pendant longtemps au Sable d'Olonne, et encore aujourd'hui, on ne connaît pas le nom de ce financeur, parce que je crois que il y avait une forme de honte en fait. On disait un financeur rochelais. C'est pas gentil hein, d'accuser La Rochelle de nous avoir fourni un mauvais financeur. Non, il était vraiment sablais en fait. Il était même, alors là vous allez dire, ça ne nous étonne pas, originaire du Marais, Chaland. Ah bah oui, là on comprend tout. Hein. Les parents surtout. En fait, Monsieur Placero avait une boutique à côté de l'église, là où il y a les galeries vendéennes aujourd'hui. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui. Mais le fils n'a pas été attentionné. En fait, on cherche désespérément pourquoi il a fait faillite. Je vais vous le dire. La réponse est simple. Il était fou. Alors, vous trouvez que ce n'est pas sérieux comme réponse, mais vous pourrez aller voir, j'ai mis les références des articles hein, dans la Vendée républicaine. Il termine à l'asile psychiatrique et on pourrait dire bon oui pourquoi pas et tout etc. Mais curieusement, et c'est au moment de l'héritage, au moment où pendant la guerre le casino, enfin ces structures fantômes honteuses va être enfin démonté par qui ? Par les Allemands, parce que c'était quand même toute une carcasse métallique, qu'on constate que l'autre héritière, sa sœur, est aussi à l'asile psychiatrique. Alors, fils Placero à Nantes et fille Placero à La Rochelle. Voilà, il faut poursuivre, hein, parce que je vous livre là les sources qu'on a. J'avais retrouvé aussi des descendants à Niort, enfin à Bressuire, excusez-moi. Hein, mais voilà,
Je pense qu'il faut le dire. J'aime bien cette image parce qu'on voit que la galerie s'est tendue. Elle est un peu floue, mais elle est très expressive. Je pense que la station familiale des Sables est devenue vraiment familiale à partir de cet échec. Parce qu'il y aurait une concurrence par rapport avec la Baule, je pense, vraiment énorme avec cet équipement. Mais dès lors, les Sablés sont bons jeux. On va être une station familiale. Et c'est très bien comme ça. Pas de mondanité qu'aurait attiré ce casino. Très rapidement, quartier Saint-Pierre. Alors, un projet, cette fois-ci, non pas de Maurice Durand, mais de son fidèle compagnon, Henri Bertrand. Les deux noms se ressemblent, qui est peut-être moins doué que Maurice Durand, mais très fantaisiste. Alors voilà un projet qui se trouve rue Léo et Léon David, d'une maison donc conçue exactement en 1925, un an de plus, dont on voit le goût pour les petits toits en cône qui sont couverts par une autre petite toiture une petite triangulation là, pris dans la toiture. On aime beaucoup avec Priscilla Maurice Bertrand parce qu'il est amusant, elle va vous en parler avec d'autres exemples, dans son architecture, très fantaisiste, très colorée, vous le voyez. C'est pas de la mosaïque, c'est tout simplement de la pierre de schiste. Alors, vous voyez peut-être cette maison, vous cachez la méchante lucarne là, à droite, qui elle est une élévation des années 90, mais vous avez à peu près restitué la maison. Alors, je vous montre celle-ci, qui est vraiment signée de Henri Bertrand, parce que juste à côté, rue des Deux Phares, vous avez cette célèbre Anne-Marie. Pourquoi je dis célèbre, vous allez comprendre, mais elle l'est déjà parce qu'elle est restée pendant 100 ans, et c'est rare, 100 ans propriété de la même famille. Et curieusement, la dame qui l'a achetée s'appelait Anne-Marie, avec son mari. Et 2 générations plus tard, c'est à nouveau une Anne-Marie qui l'habitait et qui nous a quittés il y a quelques années. Et la maison vient d'être vendue. C'est-à-dire que vraiment, elle est restée un siècle. Alors, je ne détaille pas ici l'architecture, vous pourrez le lire dans la revue, mais cette partie-là est fantaisiste au dernier degré et n'est pas raccord avec le traitement de la partie de gauche, qu'importe. Elle est absolument charmante. Mais surtout, maintenant, je termine avec la partie déco, des arts déco. Parce que les années 20, ce sont les arts déco. Et je me permets de vous montrer publiquement ces images, puisque la maison vient d'être achetée et que les propriétaires vont évidemment la transformer. Donc c'est peut-être garderont-ils, j'en ai discuté avec eux, certains éléments de tapisserie, mais vous conviendrez que c'est un peu lourd. Mais c'est ainsi qu'on décorait les murs dans les années 20 avec le déploiement industriel du panier garni, du papier peint. Alors, violet, jaune pour le salon, grande fleur bleue pour une autre partie du salon, et on poursuit avec le rouge dans la chambre des propriétaires. Mais c'est quand même passionnant parce que c'est typiquement style art déco, y compris par l'emboîtement en degrés des carrés roses. Et puis finalement cette fleur qui est un peu comme une fleur de lotus revue et corrigée par quelques designers. Mais voilà, on n'a pas attendu les années 70 pour avoir des tapisseries très très visuelles, on va dire. Peut-être un peu plus chic que dans les années 70. Nous sommes donc à mes 20 minutes. 3. Toute vitesse. Je voulais terminer pour vous dire, puisqu'on a parlé beaucoup de ce style moderne qu'apporte Maurice Durand, ce style plus fantaisiste de Bertrand,
qui est plus régionaliste, on va dire. Et justement, j'arrive au style proprement régionaliste, très important après la guerre 14-18, hein, parce qu'il y a une flambée nationaliste absolument énorme, hein, à la hauteur donc, de l'ego de la victoire, on va le dire comme ça. Et on se préoccupe donc de tous les styles régionalistes français absolument admirables, merveilleux, fabuleux, et ce qui renforce le goût pour le style des régions. Alors en tête, évidemment, le style Normandie. On adore les maisons avec ces faux pans de bois, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des structures bois, hein, c'était un décor, là encore, qui était fait avec du ciment et qui imitait décorativement les pans de bois originels donc, de la mode de Normandie. Nous sommes cette fois-ci au Château d'Olonne. C'est la colonie Kernetra, que vous connaissez certainement. Alors, vous ne l'avez pas reconnue ici, mais vous la voyez mieux ici avec le rallongement du bâtiment, l'extension. Et la maison originellement conçue par Maurice Durand, donc en 24, hein, toujours pareil, a été ultérieurement, vous le voyez, agrandie, dupliquée quelque part dans sa partie gauche. Et donc, écoutez, pour que vous pensiez bien qu'il y a eu beaucoup donc, de styles régionalistes qui va être dépassé rapidement par le style basque, hein, qui correspond mieux à nos climats, je termine quand même par une disparue que personne ne connaît, juste pour vous dire qu'elle se trouvait promenade Kennedy. Malheureusement aujourd'hui bien amputée de toutes ces magnifiques maisons. Alors on va pouvoir tirer quelques larmes, hein, une fois de plus. Mon Dieu, qu'elle était belle, la Korigane, hein, et dont le style, la réalisation est bien celle donc de Henri Bertrand que j'évoquais et qu'on reconnaît encore avec ces petits clochetons là qui sont mis un peu partout. Voilà une pensée, et il en a fait d'autres tout à fait fantaisistes autour du style régionaliste. Et 24 images et je suis dans les temps. Merci. Moi, je vais vous parler d'un quartier que vous connaissez probablement, le quartier de la rue de Lierre. On verra pas mal de similitudes, en tout cas de ponts, avec ce dont vient vous parler Louise. Donc, le quartier de la rue de Lierre, c'est un quartier qui se développe vraiment au début des années 20. Plus précisément, les travaux commencent en 1923 et vont s'échelonner en fait sur toute la décennie. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail sur le quartier de la rue de Lierre, je voulais aussi vous préciser que c'est une période de transformation profonde de la ville des Sables qui s'était amorcée au milieu en fait, du 19e siècle, où une ville qui était jusque-là vraiment tournée vers le bassin intérieur de son port va progressivement s'ouvrir et prendre de l'espace, d'abord vers le quartier du Passage et puis la Jetée. Ensuite, progressivement, on va voir le Remblai qui va se développer le long du front de mer avec une acquisition de certaines parcelles par aliénation aux enchères publiques de terrains vierges qui étaient sur le front de mer. Je pense par exemple au quai Franqueville qui correspond aujourd'hui à la promenade Georges Clemenceau, la place du Puy Doré qui va être acquise vers 1872. Et puis en fait, on va avoir progressivement un développement vers l'est qui va s'amplifier à partir du moment où on va détruire un fort militaire qui était situé sur la place de Strasbourg, le fort de l'Estacade, et qui va alors donner en fait la possibilité d'ouvrir encore plus vers l'est la ville des Sables. Donc le premier quartier en dehors de l'ancienne clôture de la ville, ce sera le quartier Saint-Pierre. Je ne vais pas trop en parler ce soir, mais c'est vrai que c'est un quartier qui est tout à fait intéressant avec la création d'une nouvelle paroisse, les prisons étaient là, le nouvel hôpital. On va avoir aussi le dépôt du tramway, en fait, le local technique, on va dire, du tramway qui longeait le Remblai. Et puis ensuite, va se poser la question au tournant du XXe siècle de comment évoquer la suite, comment aller plus loin.
Et c'est là eh bien, qu'on va commencer à s'intéresser à ce que vous voyez ici, c'est-à-dire toute la zone au-delà du quartier des présidents actuel jusqu'au lac de Tanchette. Donc, vous voyez, ça a bien changé. La promenade Kennedy était un peu dégagée. On a vraiment un paysage dunaire à l'arrière duquel se trouvait tout simplement une grande pinède qui était le résultat de semis qui avaient été faits dans la seconde moitié du 19e siècle après un décret qui avait été défini par Napoléon plus au début, dans les années 1810, si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, en fait, on avait un petit bois qui s'inscrivait clairement dans ces histoires des petits bois de bord de mer pour fixer la dune. Je pense par exemple au bois du Pays de Mont, plus au sud, vers Longeville, on retrouve exactement le même phénomène. Et on avait donc au sable, en arrière du lac de Tanchette, une pinède dont on voit ici un petit peu les pins. Et puis j'ai choisi cette image parce que là, on voit cet homme sur la dune qui observe le quartier qu'on appelait des bouts de ville, mais c'est-à-dire le quartier actuel Saint-Pierre. On a le boulevard Pasteur ici dans la partie haute. Voilà ce que ça donnait au bout du Remblai. Donc là, c'est la promenade Godet. Vous voyez très très bien le massif dunaire et puis la forêt de la Rudelière au-dessus. Et puis, là, après, on a des photos qui ressemblent un petit peu à celles que vous a présentées Louise. On va retrouver vraiment d'abord une extension de la ville au bout du Remblai et puis ensuite une sorte d'espace complètement ouvert qui donnait la possibilité à de grands projets. Alors, le bois de la Rudelière, il va être un peu convoité par la ville des Sables-d'Olonne. Déjà à partir des années 1870, les abords du lac de Tanchette actuel vont être acquis par la ville des Sables-d'Olonne à celle du château d'Olonne pour pouvoir gérer en fait le flux du petit ruisseau du Tanchette qui venait se jeter sur la plage. Et l'idée était de faire une retenue d'eau et un service d'eau pour pouvoir répondre à la demande en eau supérieure en été lorsque les baigneurs étaient là. Donc petit à petit, on va aménager cette zone-là. C'est ce que vous voyez sur la photo, donc avec le lac de Tanchette au premier plan et puis la pinède juste derrière. Voilà les grands axes. Il faut imaginer un bois avec des chemins plus ou moins larges, mais quand même des chemins forestiers. Donc on part vraiment d'un massif j'ai envie de dire naturel, mais quand même artificiel, puisque le résultat de la plantation de la main de l'homme. Voilà le service d'eau. Vous reconnaissez peut-être l'emplacement. À l'emplacement de cette petite usine, vous avez aujourd'hui l'ISO, l'Institut Sport-Océan, qui est venu remplacer en fait ce service qui permettait d'alimenter la ville en eau. On aperçoit au loin tout simplement le trait de côte et puis toute la baie des Sables. Alors ensuite, c'est vrai qu'à partir des années 1890, les 48 hectares de la zone boisée de la Rudelière vont d'abord être loués à la ville des Sables-d'Olonne, puis finalement cédés à partir de l'année 1909. Alors les transactions se feront quand même sur plusieurs années. La ville devient officiellement propriétaire de cette zone en 1913, mais vous imaginez bien que la Première Guerre mondiale va mettre en sommeil tous les projets que la ville avait pour ce site, et il faudra attendre les années 20 pour que ces projets voient le jour. C'est ce qui va nous intéresser à présent. Donc là, je vous ai sur le plan entouré en fait toute la zone qui correspond au projet du lotissement et du parc sportif de la Rudelière. Il s'agit en fait d'un vaste espace composé de 20 hectares aux abords du lac de Tanchette qui correspondait à la zone de déversion en fait, c'est-à-dire une zone protégée aux abords du lac qui ne devait pas être touchée. Ensuite, un projet de 17 hectares de parc public et sportif qui correspond en fait à l'emplacement où vous avez aujourd'hui le stade de la Rudelière. Et puis, dans la partie haute, là, vers la pointe, on le distingue très bien, on perd la zone verte de la pinède, et c'est un lotissement de 11 hectares
qui avait été définie par la ville. Mais pour mettre en place ce projet-là, la ville des Sables-d'Olonne va mettre en place comme un concours, si vous voulez, et va étudier 8 candidatures et finira par choisir celle d'un duo, celle d'un entrepreneur et d'un avocat, Cyprien Humbert et Alphonse Alonso, qui étaient parisiens, et qui vont se porter acquéreurs de la zone de lotissement. Et dans la négociation avec la ville, ils vont prendre également en charge, à travers un bail à louer d'une trentaine d'années, l'aménagement du parc sportif de la rue de Lierre. Donc on a vraiment 2 hommes qui vont être à la tête à la fois de la partie construite et de l'aménagement de la zone boisée. Alors, pour ce faire, ils font appel à des architectes. Louise vous en a déjà un peu parlé, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est quand même Maurice Durand, architecte de la ville des Sables-d'Olonne, qui va être bien impliqué dans le projet. C'est lui qui dessine ici le projet, donc pour l'aménagement du parc. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez en noir la zone réservée au lotissement. On voit les détails des arbres pour la partie boisée parc public, et puis également la zone du lac qui est bien représentée par des hachures. Alors, il va avoir beaucoup de travail parce que ce projet, sur le papier, est bien différent de la réalité. En fouillant un petit peu dans le fond du rang, alors je ne sais pas si au fond vous verrez grand-chose, mais on voit ici le projet que réalise l'architecte, avec en noir les petits chemins qui existaient dans le bois de la rue de Lierre, et puis en rouge, les grands axes qui souhaitent percer. Et donc, on observe, je vais revenir à la diapo précédente, qu'on a vraiment un axe principal qui part des présidents et qui va au stade de la rue de Lierre et qui vient en fait percer l'ensemble du projet, avec 2 pôles, 2 ronds-points, autour desquels s'articulent à la fois le lotissement et le parc public. Le premier rond-point, celui dans le lotissement, donc dans la partie noire, c'est le rond-point de Schwabart que vous connaissez. Et le deuxième, c'est celui de Slima, qui est un peu moins travaillé et qui du coup n'a pas été réalisé tel que l'avait décidé Maurice Durand sur ce plan. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le rond-point de Schwabart a bien été réalisé de cette façon-là, avec un développement en étoile et des grandes allées, avenues, pour desservir l'ensemble. Alors, l'avenue principale va s'appeler l'avenue du Parc, puis l'avenue des Sports. La voici en chantier avec la structure métallique du casino dont vous a parlé Louise, et vous allez avoir également d'autres grandes avenues, comme l'avenue des Bosquets, ici très large. On sent aussi qu'on est à une époque où l'automobile se développe, et il faut donc aménager des axes où la circulation est possible. Autre grande articulation au nord du projet, c'est l'avenue Aristide Briand, appelée l'avenue de la rue de Lierre à l'époque, et où vont se concentrer en fait de nombreuses constructions dont je vous parlerai dans un instant. On voit ici l'hôtel du Calme des Pins. Et puis, chose intéressante à noter, c'est là que circulait le tramway autrefois. On avait un tramway qui longeait vraiment tout le Remblai et qui, au président, remontait au niveau de l'avenue Aristide Briand pour arriver au Casino des Pins, dont je vais vous parler dans quelques minutes, qui était quand même un lieu de vie festive extrêmement important au début du XXe siècle au Sables-d'Olonne. Alors justement, les casinos, ils s'articulent le nouveau quartier de la rue de Lierre. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc je vous ai placé les 3 casinos de ce périmètre qui est extrêmement restreint. C'est quand même fou de se dire qu'on a eu 3 établissements, ou les projets d'établissements festifs dans un périmètre si petit. Tout en haut, vous avez le Casino des Pins, aménagé à partir de 1896 et qui fermera ses portes en 1933. Et puis vous avez le projet donc des architectes Mouret, Chimkevich et Durand, qui n'aboutira pas. Et puis en bas à droite, vous avez le Casino des Sports qui lui va voir le jour grâce à Maurice Durand en 1928.
Alors, un petit retour sur le Casino des Pins, mais je vais aller très vite parce que Hélène va vous en parler d'ici quelques minutes. Vous voyez ce casino avec son décor à colombage qui s'articulait en fait autour de la ligne de tramway. D'un côté, le casino au bout de l'avenue Aristide Briand, donc que vous voyez également ici vu de face. Au premier plan, c'est un jardin, le jardin de l'hôtel qui jouxtait tout simplement le casino. L'hôtel des Pins que vous voyez ici à gauche de cette photo et qui permettait tout simplement de loger à proximité du casino. Voilà une autre photo. C'est un bâtiment qui existe toujours et qui a été reconverti il y a peu en résidence pour seniors. Mais du coup, son jardin n'existe plus, mais voilà, la partie bâtie est toujours là. Le projet de casino de la rue de Lierre, je passe très très vite parce que Louise vous en a déjà parlé. J'avais mis aussi le petit plan signé de la main des architectes où on comprend bien justement ce côté pièce montée que vous a expliqué Louise. Et puis une vue ici tout à fait intéressante qui est prise du haut du clocher de l'église Saint-Pierre où on voit comme ça vraiment le quartier des bouts de ville, ce projet de casino et puis cette sorte de no man's land qu'il y a au bout et qui va faire l'objet de cet aménagement des années 20. Alors en front de mer également, on trouvera des aménagements. Cette photo, elle est pertinente parce qu'on voit que progressivement, alors là on est un peu plus tard, on doit être dans les années 50, mais sur le front de mer, on a quelques constructions. La ville des Sables-d'Olonne, pour le projet de lotissement que je vais aborder après, avait vraiment mis des contraintes. C'est-à-dire qu'au départ, les parcelles devaient faire 400 mètres carrés. Puis ensuite, on les réduira à 200 mètres carrés parce que les Sablais ne pouvaient pas investir dans le quartier de la rue de Lierre. Et puis, face à la mer, la ville, dans son contrat avec les promoteurs Humbert et Alonso, avait indiqué qu'il fallait que les maisons soient vraiment construites les unes à côté des autres pour casser le vent à l'arrière de celles-ci. Je ne dirais pas grand-chose sur les immeubles, mais là, pour le coup, les immeubles remplissent très bien cette fonction aujourd'hui sur la promenade Kennedy. Et puis, dernier casino important, le casino des sports, qui voit le jour suite au fiasco en bordure d'océan. Le jeune promoteur immobilier Alphonse Alonso va décider d'investir à nouveau et il va solliciter donc l'architecte Maurice Durand pour habiller d'une façade dans le plus pur style art déco un ancien café, le modeste café qui s'appelait le Buffet des Sports, du Parc des Sports, qui était en structure plutôt légère et dont il était un des investisseurs. Il va racheter les parts de Monsieur Humbert et il va prendre la décision de le transformer en casino après avoir obtenu au préalable l'autorisation de jeu de la part de la mairie des Sables-d'Olonne. Donc on a ici une très belle réalisation, vraiment dans le plus pur style art déco, avec ces pavillons octogonaux et puis surtout cette magnifique porte d'entrée très monumentale avec un décor en mosaïque. Voilà cette photo que j'ai retrouvée dans le fond du rang, où on voit l'ancien buffet des sports, donc avec une structure bois de prime abord, et puis cette sorte de coffrage que va réaliser en à peine un an Maurice Durand pour donner de l'allure à ce café qui, à terme, à la fin des travaux, sera nommé le Casino des Sports, tout simplement pour aller de pair avec le stade sportif qui venait de voir le jour au bout de l'avenue, donc juste à côté. Voilà, quelques photos à nouveau. Donc là, vraiment, on comprend ce style art déco, même dans la typographie. Je n'ai pas résisté à vous mettre quelques photos de l'intérieur, où on voit les décors peints de Louis Dupré. Et puis, une petite manifestation. C'est un concours de coiffe sablaise à l'intérieur du casino. Et puis, bien sûr, une publicité de l'époque qui annonce tous les dimanches le grand bal des Sablaises, puisqu'effectivement, ce grand bal va déménager finalement au casino des sports. Alors, le projet de lotissement ne va pas être arrêté par l'échec cuisant du casino-hôtel en front de mer. Et petit à petit, en fait, Humbert et Alonso vont décider
de lotir l'espace qui leur avait été confié. Alors 11 hectares de lotissement, dont 3 dédiés à la voirie, ce qui va quand même réduire nettement l'espace destiné à la revente. Et ce qui est fantastique avec ce projet de lotissement, je ne vais pas rentrer dans le détail pour chaque maison, ce serait très fastidieux, mais j'ai choisi de vous faire un petit panorama de l'ensemble des propositions qui vont être faites parce que tous les architectes des Sables et même d'ailleurs vont intervenir dans ce lotissement et c'est ce qui fait que le quartier de la Ridelière dispose encore de très charmantes maisons aux matériaux, je vais aller un peu vite, extrêmement divers et variés, beaucoup de briques vernissées, de la pierre de Parement, les tuiles en claustrade, dont parlait donc Louise il y a un instant. On va retrouver aussi beaucoup de couleurs et de fantaisie. Alors c'est vrai qu'on va parler beaucoup de Henri Bertrand parce qu'il a intervenu de multiples reprises dans le quartier de la Ridelière. Et puis le style néo-régionaliste qui est extrêmement présent avec le style anglo-normand ou plutôt basque comme vous pouvez le voir ici à droite. Ce sont toutes des maisons qui sont dans le quartier. L'une qui est assez connue, c'est Etchegoria, la Maison Rouge, tout en haut à droite, qui est avenue Aristide Briand. Mais pas seulement, on va retrouver aussi des styles plus exotiques, en tout cas influencés des pays du Sud, des formes art déco, et puis toujours cette vague d'égyptomanie, en quelque sorte, dans les années 20, avec cette maison signée Henri Bertrand, un peu provençale, mais qui s'appelle Isis et qui a un cartouche avec une momie dessus, ce qui est tout à fait étonnant. Alors certains propriétaires viendront avec leurs architectes, ainsi on retrouve quelques noms très peu connus au Sable d'Olonne. Je pense à Pierre Langlais qui va signer cet ensemble Cinette et Poulot. Une maison dans le style un peu arts and craft anglais, avec comme ça cette toiture très très pentue en ardoise. Elle existe toujours, Cinette et Poulot, vous la voyez ici. Et puis, bien sûr, les architectes Mouret et Chimkevich qui avaient travaillé sur le projet de casino vont aussi réaliser quelques maisons, comme la maison TikTok que vous voyez ici, qui est située 33 avenue Aristide Briand. Ce sont des maisons jumelles construites un peu plus tard, en 1927, pour les deux entrepreneurs parisiens qui étaient donc Cyprien Humbert et Alphonse Alonso. Alors aujourd'hui, ces maisons, elles ont un peu changé. Mais au départ, il y avait cette idée de symétrie un peu contrariée tout de même, notamment au niveau des matériaux, mais un projet tout à fait intéressant et nouveau pour la ville des Sables. Voilà, alors, Mouret et Chimkevich, les deux architectes, étaient directeurs de l'habitation moderne, une revue d'architecture de l'époque, et ils ont œuvré ailleurs, mais au Sable, on a quelques exemples de leur passage. Donc voici les villas TikTok, que je viens de vous montrer en noir et blanc. Alors c'est très pratique parce que Mouret et Chimkevich, ils écrivent toujours leur nom sur la façade. Donc vous voyez le petit cartouche qui est ici, il se retrouve en fait sur les deux maisons. Et dans la même avenue, un peu plus loin, vous avez également une autre réalisation du duo, mais toujours des formes quand même très cubiques et des matériaux comme la brique pour rehausser un petit peu ces formes-là. Alors Maurice Durand est bien sûr l'auteur de plusieurs maisons dans le quartier de la Ridelière. J'ai choisi de vous en présenter qu'une parce qu'on en a déjà pas mal parlé de Maurice Durand avec Louise. C'est la villa Normandie que vous voyez ici au premier plan, vraiment dans le style plus pur normand. Une villa qui a comporté, c'est dommage, j'ai pas trouvé la photo, mais une petite mercerie qui s'appelait chez Mignolet,
une activité commerçante au rez-de-chaussée sur le côté. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que cette avenue Aristide-Briand, qui était quand même un axe fort du quartier de la rue de Lierre, qui menait au casino, ça va devenir aussi un quartier un peu commerçant. Donc on avait une mercerie au rez-de-chaussée de la Villa Normandie. Et puis j'ai retrouvé le bazar de la rue de Lierre. Donc c'est une maison qui existe toujours, mais je ne vous ai pas mis la photo actuelle parce que la maison a un peu changé, on va dire. Mais voilà, j'ai trouvé cette carte postale. Donc on pouvait aller acheter sa pelle pour faire des châteaux de sable au bazar de la rue de Lierre. Je n'ai pas résisté à vous mettre le carton. Alors peut-être vous n'arrivez pas à bien lire, mais voilà, sans citer en fait toutes les reprises, antiquités, meubles, argenterie et même dentiers cassés. Ce qui m'a fait beaucoup rire. Donc, tout un tas de commerces très particuliers. Donc, on a parlé de Mouret Chimkevich, on a parlé de Maurice Durand. Bien sûr, je ne pouvais pas parler du quartier de la rue de Lierre sans faire un clin d'œil à Henri Bertrand, qui pour moi est un architecte passionnant, fantaisiste. Alors, il n'a pas vraiment une formation d'architecte, Henri Bertrand. Au départ, il est maîtreur vérificateur. Donc, il va évaluer le nombre de matériaux nécessaires pour un projet. Il va ensuite aller vérifier sur le terrain si le projet correspond au dessin de l'architecte. Il n'est pas originaire des Sables, il est originaire de Soissons. Il arrive au Sable par le biais d'un autre architecte qui s'appelait Charles Charrier, qui va le faire venir travailler dans son cabinet sablais. Et à la mort de Charles Charrier, eh bien, il s'émancipe en quelque sorte, et il s'installe. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'après, il travaillera très souvent en duo avec Maurice Durand. Donc, Henri Bertrand, c'est un petit peu le lien entre ces architectes, et c'est ça qui est passionnant. Ici, voilà la villa, le chalet plutôt, le Clos, qui est situé avenue de Tanchette, qui existe toujours et qui est vraiment à l'image de ces maisons, de ces grandes parcelles où l'on fait construire un chalet, mais dans la pinède, avec la notion aussi de végétation, d'écrin de verdure autour de la maison. Pour certaines villas, c'était très important. Malheureusement, avec le temps, les parcelles ont été divisées, vendues, et on a parfois perdu l'écrin de verdure qui entourait ces grandes maisons. Mais voilà, la villa de Le Clos, avec son architecture régionaliste. Henri Bertrand, il a aussi signé Caprice d'été, qui existe toujours, avenue Aristide-Briand, en face de l'hôtel Le Calme des Pins. C'est celle-ci, qui est tout à fait étonnante, avec ses briques vernissées, sa pierre, ses faux pans de bois, son beau window, ses oculus, ses œils de bœuf un peu ovales. Là, on sent vraiment la grande liberté de réalisation chez Henri Bertrand. Clair de Lune, qui a été, qui a reçu le prix patrimoine de la ville des Sables-d'Olonne l'année dernière, prix patrimoine 2023. Donc là encore, une très belle réalisation qui en plus a été très bien restaurée avec ses éléments en bois. On voit que la couleur est vraiment omniprésente dans ce quartier de la rue de Lierre. C'est vraiment ce qui fait sa particularité et son charme. Henri Bertrand, il signe aussi des projets un peu plus modestes comme celui-ci, ou les villas Isis, dont je vous parlais tout à l'heure, ou la Menterie, qui sont des projets plus provençaux. C'est vrai qu'Henri Bertrand, dès les années 30, il va commencer à proposer ce type de projets qui vont aussi être à la mode dans les années 50. Donc c'est tout à fait intéressant de voir à quel point le style régionaliste va évoluer en fonction aussi des architectes qui interviennent. Voilà, d'autres maisons et puis des projets plus étonnants, parfois difficiles à décrire, entre art déco et style basque, et puis une maison art déco avec un style plus, je dirais, espagnol pour Thérèse et Bernard. Mais en tout cas, le mélange des styles et des matériaux, c'est vraiment la signature de Henri Bertrand. Donc vous voyez, ce nouveau lotissement, c'est un petit peu le lieu d'expression des architectes, et c'est en ça qu'il est extrêmement intéressant et riche. Dernier pan du projet, le parc des sports, parc public, jardin public et parc de loisirs, qui va être piloté par Humbert et Alonso. Alors, dès 1924, on a la mise en travaux d'un parc, d'un stade multisport,
qui va être porté par une association qui s'appelait l'Alliance sportive sablaise, qui avait été créée pour l'occasion et qui regroupait plusieurs associations sportives locales visant à bien partager le temps d'occupation dans ce stade, qui est un stade vélodrome, comme vous pouvez le voir, avec une piste très pentue, 37%, plus que le Veldiv, ce qui était quand même assez important pour l'époque. Au centre, vous aviez une piste pour l'athlétisme et puis, bien sûr, un terrain pour pouvoir jouer au foot ou au rugby. Ça va être vraiment le lieu d'expression des associations sablaises. On va avoir également des manifestations sportives uniquement féminines, comme vous pouvez le voir ici. Et puis plus tard, c'est vrai que ce parc sportif, il deviendra aussi la scène du Grand Prix de France, un Grand Prix automobile qui aura lieu au Sables d'Olonne au début des années 50, à 3 années successives. Et ça, c'est assez étonnant de voir comme ce parc des sports va évoluer, va se doter de tennis, plus tard d'un zoo, et va devenir vraiment la zone de loisirs. Et c'est vrai que le quartier de la rue de Lierre, eh bien, il était conçu pour ça, pour étendre la ville vers l'est et aussi pour pouvoir proposer une zone ombragée et de loisirs à la population sablaise et aussi aux vacanciers. Voilà, par la suite, la ville continuera son développement urbain, mais plutôt du côté du château d'Olonne, avec le quartier de la Pironnière. Mais c'est vrai que le quartier de la rue de Lierre est à l'image de cet entre-deux-guerres et de cette explosion, on va dire, architecturale de tout style. Voilà ce que je pouvais vous dire lors de cette conférence. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Et puis sinon, eh bien, on se voit tout à l'heure pour en discuter. Je vais à présent laisser la parole à Hélène. Oui. Bien, eh bien, merci de m'accueillir parmi vous. Donc, moi, je vais faire un retour en arrière, 48 ans avant la création d'Olona. Je vais vous parler des spectacles, et essentiellement des spectacles de danse, et principalement dans les casinos, sachant qu'en réalité, il y avait énormément de spectacles, notamment des spectacles ambulants, qui étaient installés un petit peu partout en saison. Alors, place de la Liberté, cours du Pont, place du Marché aux Bois, place du Champ de Foire, etc., avec des spectacles célèbres dans la France entière, comme le Cirque Plège, le Cirque Bureau, le Cirque Pinder, le Théâtre Bénévent, qui restaient aussi pendant l'hiver. Donc, la vie culturelle et spectaculaire est absolument pas limitée au casino et à la saison. Donc ma porte d'entrée, ça a été la danse dans cette vie culturelle au sable, sachant que quand même c'est assez minoritaire par rapport à d'autres propositions, notamment au spectacle lyrique et aux orchestres. Donc je vais me limiter aux principaux casinos. Et le premier, donc, inauguré en 1876, le grand casino de la plage, auquel Eiffel a participé, comme on l'a vu, donc voilà, sous différents aspects. Et il y a un artiste, Sébastien Pajot, un artiste contemporain qui est de Saint-Urbain, qui est spécialisé dans la reconstitution des maquettes et qui a réalisé la maquette de ce casino, où on voit la salle de spectacle, donc, qui est toute petite, qui est tout à fait à droite. Ici, vous avez une coupe de la salle de spectacle, et ici, vous avez l'intérieur de cette salle avec une toute petite scène. Aux archives, vous avez le plan où on voit les coulisses, les loges des artistes, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. On voit l'emplacement des seaux d'eau avec du linge mouillé, les risques d'incendie étant toujours importants. Alors le problème, c'est que les pompiers se plaignent qu'il y a bien les robinets d'eau, mais que l'eau n'arrive pas, et donc ça pose quelques problèmes. Il n'y a jamais eu d'incendie. Alors, comme dans toutes les stations balnéaires, les casinos recrutent en début de saison des troupes avec des artistes qui viennent d'un peu toute la France. Alors, beaucoup de Nantes, bien sûr, d'Angers aussi, mais on en trouve de Marseille, de Paris, de Bordeaux. Ces artistes, souvent, ne se connaissent pas, n'ont pas beaucoup de temps de répétition, mais ils connaissent par cœur tous les spectacles qui sont joués, puisque ce sont tous les grands succès parisiens, mais pas que, de Belgique aussi, qui vont circuler dans toute la France.
En 1879, par exemple, le Grand Casino va programmer 15 opéras comiques différents en 2 mois de saison. Alors, parmi les plus célèbres cette année-là, vous avez Mignon, La fille de Madame Angot, Les Dragons de Villars, Madame Favart, Le Barbier de Séville, Les Cloches de Corneville, Faust, La Dame Blanche, La fille du régiment, etc., etc. Et dans beaucoup de ces œuvres, vous avez un ballet, c'est-à-dire un ou plusieurs, c'est-à-dire des divertissements dansés qui constituent un attrait, effectivement, pour le public. Par exemple, dans Faust, vous avez le ballet du sabbat de la nuit de Walpurgis qui constitue un moment très attendu. Alors, évidemment, les livrets des œuvres précisent qu'elles doivent être adaptées aux scènes pendant les tournées, et notamment aux toutes petites scènes et aux toutes petites troupes aussi, ce qui fait que les ballets sont parfois supprimés, faute d'artistes et faute de place. Et il semble qu'il n'y ait pas eu de ballet au sable avant la saison 1885. Et là, le journal La Plage nous annonce que la scène, les sables vont avoir le charme d'un ballet. Le ballet comprend 2 danseuses, c'est pas beaucoup pour le corps de ballet, Léonie et Berthe Laurent, qui sont danseuses à l'Éden Théâtre et qui interprètent le pas des bayadères du Grand Mogol. On ne sait pas qui a fait la chorégraphie. Alors, le Grand Mogol, c'est un très très grand succès de la Gaîté de 1884. Donc, le théâtre de la Gaîté, c'est immense. Vous avez 100 figurants, un corps de ballet de 60-70 personnes. Là, vous avez 2 danseuses. Alors, on peut rajouter quelques figurantes. Donc, ça va être tout petit. Et le Grand Mogol va être repris au sable régulièrement, mais on ne va plus trouver de mention de la danse. Parfois, il y a des bayadères, donc on peut penser que c'est soit le régisseur, soit le chef d'orchestre qui règle les danses, et que les danseuses, les interprètes, c'est soit des figurantes qui prennent quelques pauses, soit les dames du chœur. Il faut attendre 1896 pour que le directeur du Grand Casino engage un véritable ballet sous la pression de la municipalité qui l'impose dans son cahier de charges. Il faut recruter une première danseuse qui soit aussi maîtresse de ballet, une première danseuse de demi-caractère et 4 danseuses. Ça fait un corps de ballet de 6 danseuses. Et vous avez ici une annonce d'un de ses premiers spectacles, et on voit que le public a beaucoup apprécié, puisque le phare de la Loire peut en témoigner. Alors, c'est très intéressant parce que sur cette saison, on dispose aux archives municipales d'un certain nombre de documents concernant les artistes. La première danseuse étoile, mademoiselle Piatti, elle vient de Paris. Elle a été danseuse au théâtre Gralin de Nantes. Elle va être logée pendant les 2 mois de la saison avec son mari, qui est musicien. Souvent, on engageait des couples parce qu'on les payait moins cher. Elle est logée avec un flûtiste et un violoniste chez l'habitant rue du Palais. Très souvent, les artistes logeaient chez l'habitant et en colocation parce que ça permettait de payer moins cher. Du 16 juillet au 20 septembre, elle gagne 700 francs, ce qui est autant que le chef d'orchestre. Mais c'est plus que la maîtresse de ballet, qui est également première danseuse, Madame Milani, qui ne touche que 500 francs. Madame Milani, elle, c'est une Italienne, mais elle avait été danseuse étoile à l'Opéra Comique. Il y a aussi des danseuses comme Adeline Aubril, dont vous voyez ici le contrat d'engagement, qui va toucher 300 francs. Et les 4 autres danseuses touchent 260 francs chacune, soit 5 francs par jour, ce qui n'est pas beaucoup une fois déduit les frais. Parce que les artistes doivent payer logement, blanchissage, nourriture, plus les honoraires des agences, qui s'élèvent à 5 à 10% du montant du salaire global et qui demeurent dus, même si vous êtes renvoyé par le directeur ou si vous tombez malade, ce qui est de l'exploitation pure et simple. Alors je trouve ça très attendrissant de trouver dans les archives ce genre de document, une note écrite de la main d'Adeline Abril
voilà une note de la somme qu'elle doit à sa logeuse, donc le loyer, le blanchissage et le chocolat du matin, où l'on voit quand même que le chocolat représente 1/5 du loyer. Une fois tous les frais déduits, il ne lui reste que 154,70 francs pour ces 2 mois. Alors, malgré le succès incontestable du ballet cette année-là, l'expérience n'est pas renouvelée par le Casino de la Plage, dont les directeurs de toute évidence misent davantage sur les jeux que sur les spectacles. C'est le Casino des Pins, donc qui ouvre en 1897 dans la forêt de la rue de Lierre, qui va relancer le ballet. Alors, on en a parlé. Voilà une vue du casino. Alors, il était un petit peu différent à son ouverture, donc là, il a légèrement changé déjà. Et puis, vous avez ici une photo que je peux dater très précisément de juillet 1902. Pourquoi ? Parce que si vous regardez la petite affiche du programme, on voit que sont programmés Manon, opéra comique, et La Poupée. Or, La Poupée a été donnée pour la première fois, et avec Manon, en juillet 1902 au Casino des Pins. Ici, vous avez une vue de l'intérieur du Casino des Pins, donc ici en 1914. Donc on voit là aussi un espace très restreint. C'est assez différent des images que Priscilla nous a montrées, où on voit que ça avait pris de l'amplitude. Alors, le Casino des Pins se démarque du Grand Casino en misant sur une clientèle beaucoup plus locale de Sablaises et de Sablais. Il pratique des prix plus modiques et il est aussi plus moderne, il est mieux ventilé. L'éclairage est électrique alors que le Grand Casino a toujours une rampe au gaz, et il sera le premier à proposer des séances de cinéma en 1900. Et le Casino des Pins engage quasiment dès son ouverture, en 1898, le maître de ballet Vanara, qui vient de Marseille et qui deviendra par la suite maître de ballet à l'Opéra de Paris, qui va enfin créer de vrais ballets ou grands ballets au Casino des Pins. Alors, je vous ai mis ici l'affiche, enfin l'annonce de ce qu'on peut voir au Casino des Pins pour les débuts du corps de ballet. Donc on voit qu'il y a grand concert où sont donnés alors des extraits d'œuvres lyriques, des chants, des chansons aussi, des extraits de pièces par petits numéros. Un grand ballet, alors avec mesdames du corps de ballet, là on ne connaît pas les noms, et puis vous avez une petite comédie qui suit, donc des spectacles assez importants. Mais néanmoins, ça reste très limité puisqu'on n'a pas plus de 6 danseuses. Et à titre de comparaison, je vous montre ce qui se passe à Royan. Donc Royan est à l'époque la grande rivale des Sables d'Olonne, et on voit qu'à Royan, il y a quand même 2 troupes de ballet avec des gens très connus, des têtes d'affiche, et puis 32 dames du corps de ballet. Donc effectivement, la place de la danse n'est pas tout à fait la même. Alors, je passerai assez rapidement, j'ai fait le tableau des années et des lieux où sont programmés des ballets, avec le nom essentiellement des maîtresses de ballet. C'est la grande époque où la profession de maîtresse de ballet apparaît et où les femmes investissent cette profession. Et on voit qu'il y a des années où il n'y a pas du tout de ballet, nulle part, comme en 1900 par exemple, que le Casino de la Plage n'en programmera plus du tout. Par contre, le Casino des Pins, régulièrement, la dernière, sera en 1914, mais la malheureuse, avec la déclaration de guerre, elle ne créera rien et elle va mourir pendant la guerre de misère à Nantes. Voilà, donc peu de ballets à strictement parler au sein des casinos, mais pour autant, la danse est très présente, puisque l'on voit que ailleurs, dans la ville, on programme de la danse. Par exemple, le Casino des Familles, c'est un autre casino qui va avoir 3 ans d'existence et qui se situait route de Talmont, programme des numéros de danse exotique. On ne sait pas trop ce que c'était. Ils auront aussi des balles de Sablaises. Et puis, tous les lieux dont je vous ai parlé, théâtre ambulant, programment des numéros de danse. Alors, je vais vous montrer
par exemple, un extrait de la danse serpentine telle qu'elle a été donnée en 1895, place de la Liberté, dans la ménagerie Laurent. Alors, ça n'a pas été tourné au Sables d'Olonne, néanmoins, c'est le même dompteur, c'est la même danseuse et ce sont les mêmes lions. Voilà. Alors, à peu près à la même époque, on voit, alors qu'on l'a dit, hein, la ville des Sables d'Olonne va osciller entre deux tendances. Tantôt présenter ces spectacles comme étant les spectacles les plus modernes, mais aussi attirants avec le côté un petit peu érotisant des danseuses, et en même temps réaffirmer qu'il s'agit d'une station familiale où on respecte les bonnes mœurs. Mais pourtant, on va programmer en 1903 et en 1904 du cakewalk. Or, le cakewalk, arrivé en France en 1902 au Cirque olympique, c'est la danse scandaleuse à Paris. Tout le monde trouve ça absolument épouvantable, mais tout le monde adore. Tout le monde danse le cakewalk. Et notamment en 1904, les Elks, c'est une compagnie américaine qui vient en France, sont programmés au Casino des Pins. Donc je ne vous montre pas la totalité du film, mais la finale du spectacle des Elks. Voilà, compagnie mixte avec des Africains-Américains et des Blancs. Alors, peut-être qu'à la fin, si on a le temps, je présenterai un petit bout de cette danse, scandaleuse déjà par la posture des gens qui devaient se tenir comme ça, et parce qu'on levait la jambe également. Alors, puisque j'ai abordé les danses, je dirais, en lien avec les danses de salon, je vais passer au bal de Sablaise. Assez rapidement, puisque vous découvrirez un petit peu toutes les recherches que j'ai faites autour du bal de Sablaise, qui vont constituer... Ah, j'ai oublié de vous dire qu'on avait aussi des girls. J'ai oublié les girls dans la série des choses un petit peu scandaleuses. Donc, j'en arrive au bal de Sablaise. Donc, ce bal de Sablaise, c'est l'attraction phare du Casino des Pins dès son inauguration le 27 juillet 1897. Alors, il ne s'agit pas du tout d'un bal populaire auquel les touristes seraient conviés, comme on pourrait le penser, mais c'est véritablement une manifestation qui va se construire à la fois comme pratique locale, mais en même temps à laquelle participent les gens qu'on appelait les étrangers, c'est-à-dire les touristes, et aussi comme une production spectaculaire. Il va y avoir réellement, au niveau chorégraphique, une hybridation entre pratique traditionnelle, pratique spectaculaire et pratique de danse élaborée de salon. Donc ces bals vont avoir lieu au Pin à partir de 1897. Donc au début, c'est seulement pendant la saison, les dimanches après-midi et les jours de fête, et de plus en plus fréquemment, 3 fois par semaine en saison et 2 fois le dimanche, une fois en matinée, une fois dans la soirée, et puis aussi hors saison, pendant tout l'hiver. Et puis, les autres casinos vont proposer aussi leur propre bal de Sablaise, le Grand Casino, le Casino des Familles, le Casino Terminus en 1915, etc., etc. Donc,
petite annonce d'un programme au Casino des Pins, cette fois-ci. On voit le samedi 27 juillet 1901, le grand concert avec musiciens de l'orchestre. Ensuite, le soir, La Grande-Duchesse de Gerolstein, c'est une opérette avec un ballet militaire. Et le dimanche, on va avoir matinée dansante, bal de Sablaise, et fête de nuit avec un nouveau grand bal de Sablaise. À noter que ces bals sont accompagnés par 20 musiciens de l'orchestre. Donc ces musiciens, je vous ai dit, viennent de toute la France, donc on ne joue pas des musiques traditionnelles de Vendée, mais des airs de danse, voilà, tels qu'on les pratique dans les autres bals de danse de salon. Alors, je ne vous parlerai pas de la Sablaise comme emblème de la ville, mais toute la construction, je dirais, publicitaire autour de ces bals va se faire autour du personnage de la Sablaise. Et de façon tout à fait emblématique, on parlera très rapidement de bal de Sablaise et non pas de bal des Sablaises, comme on parle du bal des pompiers ou du bal des débutantes. Donc c'est un petit peu la matière du bal dont les actrices, je dirais, sont l'attraction, l'objet de l'attraction pour les touristes, et en même temps, elles payent néanmoins leur entrée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est 50 centimes l'entrée au bal et au casino, les prix restant extrêmement stables sur toute la période. Alors, qui danse au bal de Sablaise, qui est un spectacle sans en être un? Alors, il y a des Sablaises incontestablement, mais pas exclusivement, puisque, et là aussi, la fréquentation en semaine n'était pas la même que celle des dimanches, mais les dimanches, vous avez des jeunes filles et aussi des garçons des campagnes et des villes intérieures qui viennent par le train pour danser l'après-midi. Bien qu'on ne parle, et sur l'iconographie, vous le voyez, on met en avant les Sablaises, mais il y avait aussi des Sablais qui venaient danser dans ces bals. De même, les chroniqueurs parlent beaucoup des étrangers qui doivent inviter les Sablaises. Mais on va se demander que font les étrangères pendant ce temps-là, c'est-à-dire les femmes, les filles, voilà, qui venaient aussi. Et donc là, c'est un grand point d'interrogation que j'ai. Je suppose qu'elles dansaient aussi, mais on n'en parle pas du tout. Les chroniqueurs vont insister sur le côté un petit peu olé olé de ces bals. Vous voyez, on voyait un grand nombre d'hommes à cheval. Remarquez quelques vieux marcheurs qui en étaient babas de jubilation. Donc un marcheur, dans le vocabulaire du XIXe siècle, c'est un harceleur de rue, notamment à Paris. Voilà, donc l'allusion est tout à fait claire. On insiste aussi beaucoup sur la sociabilité entre femmes, qui était réelle, mais en même temps qui sert à attirer un peu le chaland, comme l'écrit La Plage, les vieux marcheurs s'en rincent l'œil sans se lasser. Le coup d'œil est vraiment joli, etc., etc. Et on voit bien cette ambiguïté que je signalais entre d'un côté la présentation des spectacles aux salles d'Olonne et des Sablaises comme étant susceptibles d'aguicher les messieurs, ce que vous avez sur le petit schéma de La Plage en haut, et puis la réassurance constante que malgré tout, nous sommes dans un contexte familial et qu'on peut y amener les jeunes filles, notamment le dimanche au pain. Alors, qu'est-ce qu'on dansait dans ces bals pour terminer? Je vous ai dit, accompagné par un orchestre symphonique de 20 à 30 musiciens, ce sont des spectacles. Les chroniqueurs mentionnent valse, polka, mazurka, quadrille, exactement comme dans les bals de touristes, mais, et ça ne simplifie pas la tâche de l'historienne, ce sont aussi des formes de danse traditionnelles. Donc on ne sait pas trop comment c'était dansé. Alors il est probable qu'il y a eu des adaptations entre les formes élaborées et des formes plus populaires, mais aussi avec les arts du spectacle, parce qu'il va y avoir une circulation entre la scène et la salle. Dès les années 1900, vous avez des danses dites sablaises qui sont parfois intégrées au spectacle lyrique et notamment au ballet. Or, les dames du ballet, elles n'étaient pas du tout sablaises, ni même vendéennes, donc ces danses sablaises, on peut supposer que c'était juste un costume
un peu sablais. En 1902, un grand bal de Sablaise va être agrémenté de danses sablaises en costume, mais ces danses de bal sont réglées par Madame Sabatini, la maîtresse de ballet, et dansées à la fois par le ballet, les chœurs et par les personnes dans la salle. Donc c'est une sorte de flash mob de l'époque, j'imagine. Le 9 septembre 1907, le bal s'achève avec un concours de matchiche. Or, la matchiche, c'est une danse qui n'a rien de vendéenne, c'est d'origine sud-américaine, qui a été mise à la mode par Mayol et qui a été introduite vers 1905 dans les cafés-concerts et avec un succès immense. Mais auparavant, et je terminerai là-dessus, les derniers dimanches d'août 1903, le grand bal de Sablaise de 8h30, on ne disait pas 20h30, donc 8h30, inclut un cakewalk dansé dans la salle de bal, conduit par le maître de ballet qui est monsieur Litardi, dansé donc par les Sablaises, les Sablais et par les étrangères et étrangers. Alors, je n'ai pas de film d'époque, mais j'ai une reconstitution qui a été faite de ces danses d'après une chorégraphie d'un Américain de la fin du 19e siècle qui a été reconstituée, et ça devait donner peut-être cet aspect-là. Voilà, je ne vous ai pas dit qu'à l'origine, le cakewalk, c'est une danse qui était dansée dans les plantations d'Amérique par les esclaves qui parodiaient les danses des Blancs. Et danse réappropriée ensuite par les Blancs, et danse évidemment jugée scandaleuse, les mouvements du bassin, les levées de jambes, voilà. À l'époque, c'était choquant. Je vous remercie. Un grand merci, Hélène.
Ah voilà, c'est ça. Prochain anniversaire, on apprend le cakewalk. Merci vraiment. Donc Hélène, elle est danseuse chorégraphe, professeure à l'université de Paris 8, et c'est un endroit où a étudié notre prochaine intervenante, et c'est aussi la raison pour laquelle on a souhaité l'inviter lors de cette soirée. Je vais donner maintenant la parole à Julie Fontes-Tramson, qui est donc chorégraphe, directrice artistique de la compagnie de danse contemporaine Arti, et qui ce soir, donc en fin de soirée de conférence, va nous proposer un extrait d'une pièce en cours d'écriture, mais je ne vais pas en dire plus. Je vais te laisser parler. Voilà. Bonsoir à tous. Je ne vais pas vous projeter d'images, parce que la danse est un art vivant, éphémère, et je pense que c'est intéressant peut-être d'avoir l'idée, l'inducteur, en fait, ce qui m'a amené à créer Rennes. Donc Rennes s'écrit R-E-Y-N-E-S. L'idée, je l'ai eue en donnant mes cours de culture et pratique chorégraphique avec mes élèves du Conservatoire de Nantes. J'ai repéré en fait dans les livrets de Théophile Gautier, donc toute la période romantique dans la danse, que Rennes s'écrivait ainsi. Et du coup, ça m'a amené tout de suite à un lien entre le passé, à travers cette écriture, et le présent. À l'origine, pour les 8 ans de ma fille, je lui ai offert du coup un temps avec ses 2 amis de porter la coiffe sablaise. Donc je vais m'asseoir parce que ça me... du coup, je lui ai proposé, avec des amis, d'être coiffée. Et je me suis dit que c'était important, moi qui à la base ne suis pas née au Sable d'Olonne, de transmettre en fait à ma fille cet héritage et ce patrimoine. Et pour ça, j'avais besoin aussi de le connaître et de le rencontrer. Donc elle a passé cette journée où en fait elle a porté la coiffe, où elle a été habillée. Et pour moi c'était important d'apprendre à Louise d'où elle vient en fait. Donc j'ai énormément bougé, voyagé. Et j'ai, contrairement à Louise, et je suis mariée à un sablé, mes 2 enfants sont sablés, j'avais besoin de connaître en fait et d'aller à la rencontre aussi de ce territoire et de partager en fait cet héritage. Voilà comment m'est venue en fait l'idée de départ. Ensuite, il y a eu la compagnie Arti est inscrite sur le territoire depuis 3-4 ans maintenant. J'ai eu la possibilité de créer pour la nuit des musées l'année dernière, en mai. Et il y avait une exposition sur la peinture figurative. Et en même temps, j'ai eu une carte blanche, celle de pouvoir créer dans le musée sous la croisée. Et quand j'ai regardé la croisée, je me suis immergée. J'ai donc vu que cette croisée avait été aussi créée aussi par des religieuses, enfin ce cloître. Et j'ai imaginé tout de suite en fait ces femmes, ces coiffes errer en fait du coup dans la croisée. J'ai vu des apparitions, des disparitions à travers ces arcades. Et au même moment, je lisais un livre et je regardais une série, La Servante écarlate de Margaret Atwood. Quand je regardais cette série, quand même qui est assez sombre, du coup, j'ai aimé ce côté en fait un peu bacchante avec ces femmes, avec le même uniforme, ces mêmes coiffes. Et quand j'ai parcouru ce livre, je me suis dit, mais en même temps, derrière ces coiffes, chacune en fait a une identité. Et quand Louise s'est faite, elle a pu mettre cette parure, cette coiffe, en discutant avec Martine Pinault, je me suis aussi rendu compte que chaque sablaise, en fait, normalement, réalisait sa coiffe. Et donc, chaque coiffe est portée, en fait, par une sablaise avec une identité différente. Et ça m'a intéressée aussi de regarder, en fait, qui existait derrière ces coiffes. Et en fait, on a l'impression
qu'elles portent toutes la même coiffe, qu'elles se ressemblent, qu'elles ont la même tenue, le même costume. Mais en fait, derrière ces coiffes, il y a des ailes. Et donc, pour moi, derrière, c'était aussi d'aller chercher, du coup, la personne, l'identité, le caractère, le tempérament aussi de ces femmes. Voilà un peu l'idée conductrice. Et donc, au plateau, j'ai créé donc Reine pour 6 danseuses, 6 interprètes différentes, avec des identités différentes aussi dans la danse, des esthétiques différentes, certaines issues de la danse classique, d'autres de la danse moderne, d'autres du hip-hop. Moi, je viens de la danse classique et j'ai découvert ensuite le contemporain. Et ce qui m'a plu, justement, c'est d'essayer de trouver, à travers des temps d'unisson, à travers ces mêmes tenues, cette coiffe, d'aller chercher justement à mettre au plateau, à travers la danse contemporaine, cet héritage et d'essayer un petit peu d'aller vers un démantèlement aussi des frontières, des usages et des codes. Le fait que ce soit au masque, je me suis autorisée à y aller. Parce que quand on touche à la tradition, je trouve qu'il doit y avoir aussi un respect de ces usages et de ces traditions. Et le fait que ce soit dans un musée d'art contemporain, ça m'a ramené, moi, à ma posture d'artiste. C'est-à-dire que cette posture d'artiste, c'est aussi, à travers la danse, d'avoir justement ces possibles. Et alors, j'ai pensé aussi, lors de mes voyages, notamment quand j'ai visité le musée de Soulages, ou bien quand j'ai emmené aussi certains étudiants à l'Opéra de Paris, j'ai repensé à Pierre Soulages, à Chagall, qui, en fait, ont créé, ont modernisé des espaces et des lieux sacrés avec, notamment, on pense aux vitraux, par exemple, de Soulages. Et donc, ça m'a ramené aussi à cette possibilité, justement, d'aller ouvrir l'espace des possibles par l'artistique et par la danse. Voilà, donc il y a eu un voyage comme ça qui s'est fait, enfin c'est tout un cheminement qui est en cours, parce que la création, donc quand on dit en résidence, ça veut dire qu'une pièce, c'est comme une thèse, on peut mettre des années avant d'arriver au bout de l'artistique, de la création. Et donc là, en fait, il y a toutes ces sources artistiques, ces archives aussi, parce que du coup, à vous écouter, la rencontre aussi avec Hélène me donne aussi accès à des archives qui vont être littéraires, ethnographiques, enfin voilà. Et donc, c'est toutes ces sources qui, là, m'amènent justement à essayer de faire un voyage entre la tradition, le passé, et comment moderniser certains usages et certaines traditions. Et je remercie Priscilla pour les 100 ans aussi, parce que à partir de cette soirée, je me suis dit je vais créer un duo à partir de Rennes, donc ces recherches qui sont en cours, des recherches chorégraphiques. Et ce duo, en fait, je me suis dit, mais au plateau, qui est-ce qui peut incarner vraiment cette femme sablaise, cette reine des sables? Et donc, j'ai eu le privilège de rencontrer Charlène Bérardeau, qui était reine des sables en 2016. Et du coup, elle m'a transmis, j'ai voulu aller encore plus loin dans ma démarche. Elle est en train de m'apprendre justement le folklore sablé, c'est-à-dire goûter et toucher cette tradition. Pour moi, il faut aussi que je me l'approprie. C'est bien joli de voir des images, d'entendre des témoignages, mais pour moi, il faut que ça passe aussi par le corps pour que, du coup, j'essaye en tout cas de vivre et de rentrer dans un passé et de voir moi en tant que sablaise, parce que j'habite ici, parce que j'ai épousé un sablé et j'ai mes enfants sablés. Du coup, quelle relecture contemporaine je pourrais en faire. Voilà. Donc, elle m'a fait traverser le folklore. Cette coiffe aussi, je suis très attirée par les de Coco Chanel. Enfin voilà, ça fait partie aussi de ces stylistes qui, à travers le corps, ont modernisé aussi, comment dire, la mode en fait, et qui avec goût l'amènent ailleurs en fait.
tout en respectant, je trouve, en tout cas, ce passé. Donc, en tout cas, je m'inscris dans cette démarche chorégraphique, dans ce processus chorégraphique. C'est de la danse contemporaine. Il y a une liberté de lecture. L'univers que vous allez découvrir est sombre aussi, parce que quand j'ai écrit Reine, j'étais vraiment dans la lecture et dans la série, pour ceux qui connaissent, de Margaret Atwood. Et il y a quelque chose pour moi aussi derrière un peu d'inaccessible, d'apparition, de disparition entre le présent, le passé, etc. Voilà un petit peu là où j'en suis aujourd'hui. Et voilà. Et donc je vais vous retrouver au plateau et je vous souhaite un bon spectacle. Merci.